Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois. Dans la dernière partie du cours des tumeurs cérébrales, on avait vu dans les deux parties précédentes définition, la classification, les types histologiques, topographiques. On a vu la clinique, la paraclinique et les diagnostics différentiels. Donc dans cette partie-là, on va voir de l'évolution et de la thérapeutique. Donc, les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner mes chers confrères. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum d'étudiants. Et on commence les évolutions et les complications des tumeurs. Donc, la première complication qui peut survenir, indiquée là dans l'illustration toujours, c'est de l'hémorragie ou bien du saignement tumoral. Donc, la tumeur, elle a le caractère de saigner. Nous savons ça après l'anatomopathologie. Donc, les tumeurs tendent à saigner et ce saignement va favoriser l'hypertension intracrânienne comme on va voir. Donc, le saignement tumoral. Donc, l'hémorragie peut être responsable d'une aggravation rapide des déficits d'un patient ou bien la survenue des crises commerciales. On avait dit que les hémorragies peuvent provoquer des crises focales. Elle est plus fréquente avec certains types de tumeurs. C'est les métastases du mélanome, le choriocarcinome, le cancer du rein et l'oligodendrogliome. Et elles peuvent être révélatrices de la tumeur dans certains des cas. Donc, le saignement du parenchyme ou bien du masse, ça va témoigner d'une malignité de la masse. Là, c'est une tumeur, malheureusement, qui est proliférée. Donc, premièrement, comme complication, c'est le saignement tumoral. Ça va aggraver l'hypertension intracrânienne et va favoriser les crises commerciales. Gardez ça en tête. Deuxièmement, c'est de l'hydrocéphalie. Donc, l'hydrocéphalie, on a abordé ça avec détail. Donc, elle résulte à l'obstruction des voies d'écoulement du SUR. On a abordé ça dans les hydrocéphalies bien triventriculaires. On avait dit que c'est la compression de l'aqueduc du sylvius par une masse tumorale au niveau du tronc cérébral. Et cette fois-là, c'est le cas. Ces tumeurs-là qui vont obstruer ou bien faire de l'obstruction des voies d'écoulement du SCR par le processus tumoral et bien sûr et par la dissémination leptoméningée. Donc, elle peut affecter une partie du système ventriculaire. Par exemple, quand je vous ai dit une hydrocéphalie triventriculaire par obstruction de l'aqueduc du sylvius, ou bien c'est l'ensemble total, c'est l'hydrocéphalie tétraventriculaire, tétra veut 4, veut dire 4. Elle est secondaire par exemple de l'obstruction de trous de Magendie et de Luschka. Donc tout ça on a abordé dans le cours des hydrocéphaliques. Je vous invite à le consulter. Donc, et ça va donner d'une hydrocéphalie liée à la prolifération tumorale. Donc ça c'était la deuxième complication, c'est l'engagement, plutôt c'est de l'hydrocéphalie. Et troisièmement, la troisième complication, c'est de l'engagement cérébral. On a abordé ça dans les HIC. Donc c'est quoi l'engagement? Donc il correspond à un passage d'une partie du parenchyme cérébral à travers une structure rigide de l'encéphale. C'est la tente du cervelet ou bien le tronc occipital ou bien la faux. Donc il existe plusieurs engagements cérébraux. On les déjà abordés avec détail dans le cours de l'hypertension intracrânienne. Je vous invite à le consulter, mais on récapitule. On a un engagement sous-falcoriel. Il est indiqué dans l'illustration sous le numéro 1. Donc, il correspond à un passage d'un gyrus sous la fosse du cerveau. Donc, c'est le passage vers le côté contralatéral, comme illustré là dans le numéro 1. Deuxièmement, on peut avoir des engagements temporaux qui sont indiqués par le numéro 2. Donc, il correspond à un passage d'un oncus ou de l'hippocampe dans la fente du Bichat, entre le bord libre de la tente du cervelet et du tronc cérébral, comme indiqué dans l'illustration. Il doit être suspecté devant l'apparition
d'une paralysie souvent partielle du nerf moteur oculaire commun, c'est le nerf 3. Donc ça va manifester par un ptosis mydriase aréactive. On avait dit que ces symptomatologies-là sont révélatrices d'une atteinte du troisième nerf et peuvent être révélatrices d'une compression ou bien d'un engagement dû à une masse tumorale. Donc l'évolution sous traitement peut se faire en quelques heures vers un coma qui va être suivi malheureusement par la mort cérébrale. Donc l'engagement cérébral, c'est parmi les risques ou bien les complications vitales de l'HIC et cette fois-là de tumeur cérébrale. Dernièrement, le troisième est le plus dangereux, illustré là dans le numéro 4, dans l'illustration. Donc, c'est l'engagement amygdalien cérébelleux dans le trou occipital. C'est une complication gravissime du processus tumoral ou bien du processus sous-tentoriel. Donc, un port guidé de la tête, un torticolis doivent être une survenue. Donc, ça, ce qu'on dit des signes de décérébration et de décortication. On va aborder ça dans le cours du coma. Donc, restez abonnés pour recevoir les prochains cours. C'est l'attitude guindée de la tête. On appelle ça attitude de décérébration. Donc, le risque est de la compression de la bulle qui va entraîner une déficience respiratoire majeure et la mort subite. Donc, le plus dangereux des engagements cérébraux, c'est l'engagement amygdalien ou bien l'engagement cérébelleux. Donc, ça, c'était un récapitulatif ou bien les notions concernant l'engagement cérébral. On a déjà abordé ça dans le cours de l'HIC. Je vous invite à le consulter pour plus de détails. Mais gardez-vous, c'est l'engagement temporal plutôt l'engagement amygdalien, c'est le plus dangereux. Il va provoquer des séquelles vitales et du mort subite. Donc ça, c'était la troisième complication c'était l'engagement amygdalien ou bien les engagements cérébraux. D'autres complications peuvent survenir. Là, c'est de la méningite tumorale. Donc, la méningite tumorale indiquée là dans l'imagerie. Donc, cette méningite tumorale, elle correspond à quoi? Ou bien elle résulte de quoi? Elle résulte de l'extension aux espaces sous-arachnoïdiens. Là, vous voyez dans l'imagerie, les espaces sous-arachnoïdiens sont épaisses. C'est l'extension de la tumeur à travers ces espaces-là. Une tumeur cérébrale ou bien une métastase méningée d'un cancer systémique. Donc, cliniquement, le diagnostic est suspecté devant la paralysie des nerfs crâniens, des douleurs cervicales, des douleurs dorso-lombaires, une aréflexie et de troubles de la marche et bien sûr des céphalies. Donc, c'est toute la combinaison de ces signes-là qui est évocatrice, qui vont témoigner d'un processus multifocal. Donc, ça, c'est la méningite tumorale. Il faut la suspecter devant ces signes-là. La douleur cervicale, douleur dorso-lombaire, la paralysie des nerfs crâniens, troubles de la marche, des céphalies. Tout ça va nous faire craindre une méningite tumorale. C'est l'extension de la tumeur dans les espaces sous-arachnoïdiens. Elle est bien illustrée là dans l'illustration. J'espère que c'est clair. Le diagnostic de cette méningite tumorale, il repose, notez ça bien, sur la ponction lombaire. Il devra être répété au moins 2 fois en cas de négativité. Donc notez ça bien. Donc c'est de la ponction lombaire à répétition 2 fois avec un intervalle si en cas de négativité. Et l'IRM peut mettre en évidence des nodules tumoraux ou de prise de contraste anormale, notamment au niveau médulaire comme indiqué dans l'illustration. C'est une complication, cette méningite tumorale, c'est une complication grave. Elle va aggraver lourdement le pronostic. Donc malheureusement, la médiane de survie d'un cancéreux avec une méningite tumorale, c'est entre 1 à 3 mois dans les cancers du poumon ou bien du mélanome. Ça va être 3 à 7 mois, tout cancer confondu. Donc malheureusement, donc vous voyez là, si la méningite tumorale s'installe, là c'est un pronostic sombre. Le patient n'a
quelques mois à survivre, malheureusement. Donc, ça, c'était les complications tumorales. Tous ces quatre complications-là sont des séquelles gravissimes. Ils vont alourdir, ils vont aggraver le pronostic encore et encore. Ils vont engager le pronostic vital du patient. Donc, ça, c'était l'évolution du tumeur. Malheureusement, il tend à se compliquer et s'aggraver. Donc, si on récapitule, les complications, c'était le saignement, l'hydrocéphalie, l'engagement avec ces trois étages. Et la dernière qui est la plus grave, c'est la méningite tumorale. Ça, c'est le stade terminal au patient. Donc ça, c'était tout pour les complications. Maintenant, on va passer au dernier titre. C'est le traitement. Donc, les traitements des cancers. Donc, quoi on dispose de traitements? Quels sont les principaux traitements? Quel est le principe de ces traitements-là? Donc, les principes généraux de ce traitement-là, c'est préserver le pronostic vital. Ça, c'est premièrement. Les tumeurs sont malheureusement mortelles. Deuxièmement, le deuxième but, c'est de conserver le pronostic fonctionnel. Et troisièmement, établir un diagnostic histologique de certitude. Donc ça, c'est les principaux généraux du thérapeutique. Donc, on dispose de plusieurs moyens de traitement. On a un traitement médical, un traitement chirurgical, la radiothérapie et de la chimiothérapie. Donc, on dispose de plusieurs modalités de traitement et on va voir l'indication de tous ces traitements-là dans la suite, dans la dernière de cette partie. Donc, commençons premièrement par le traitement médical. Donc, commençons par le traitement médical. Premièrement, c'est de l'osmothérapie. Osmo veut dire l'osmose. Donc, elle est destinée à lutter contre l'œdème cérébral qui est souvent associé au processus tumoral. Donc, quel est le traitement là? C'est le mannitol 20% qui est indiqué là dans l'illustration. Donc, ça, c'est le traitement médical. C'est l'osmothérapie pour lutter contre l'œdème tumoral. Gardez ça en tête. Ça, c'est une question très fréquente d'examen. C'est du mannitol à 20% de concentration. Ça, c'est en premier lieu. Lutter contre l'œdème cérébral. Donc, c'est du mannitol à 20% de concentration. Comme indiqué là, donc on y va. Deuxièmement, c'est la corticothérapie. On a parlé de ça. On a parlé de la réaction inflammatoire péritumorale. Donc, ce sont des corticoïdes oraux. On a premièrement du Medrol, qui est indiqué là dans l'illustration. On a du fameux Solipred et on a du Courtensil indiqué là dans l'illustration. Et ça, c'est du Solipred. Donc, tout ça, ce sont des corticoïdes oraux. Donc, ils vont lutter contre la réaction inflammatoire péritumorale. On avait dit qu'elle va aggraver la compression ou bien l'effet de masse ou bien de l'HIC, de l'hypertension intracrânienne. Donc, on doit lutter contre cette inflammation par des corticoïdes. Là, ces trois-là, c'était oraux. On récapitule, c'est le Medrol, le Courtensil et le Solipred. Ou bien, parentéro si le cas nécessite. C'est le fameux Solumedrol. Donc, ces corticoïdes, ils vont agir essentiellement sur l'œdème péritumoral. Notez ça bien. Donc, on va lutter contre l'œdème cérébral et de l'osmothérapie. Deuxièmement, on va lutter contre l'œdème péritumoral. On ne doit pas négliger cet œdème péritumoral. On avait dit dans les parties précédentes que cet œdème-là va aggraver encore. Donc, les signes d'engagement, la, la comitialité, les lésions nerveuses, l'hypertension intracrânienne. Donc, on doit lutter contre cet œdème péritumoral. Donc, ça, avec ça, on va permettre une réduction de l'hypertension intracrânienne, une amélioration fonctionnelle rapide, la réduction des déficits des crises commerciales. On avait dit que les crises commerciales peuvent survenir après une compression et de certaines situations d'action antitumorale propre.
Donc ça, c'était la deuxième modalité, c'est de la corticothérapie. On dispose d'autres modalités, c'est le traitement antiépileptique. C'est les fameux antiépileptiques. On a abordé tous ces antiépileptiques dans la quatrième partie du cours des épilepsies, bien des crises épileptiques. Je vous invite à consulter. On avait vu que ces médicaments sont dangereux. Ce sont des médicaments à ne pas jouer avec. Vous voyez que le risque tératogène, le risque sur les fonctions hépatiques, risque de toxicité. Donc, ce sont des molécules à prescrire en prudence. Donc, je vous invite à consulter le cours des épilepsies pour mieux simuler les traitements anti-épileptiques. Bien sûr, ce traitement, il est nécessaire au titre prophylactique pendant la période préopératoire. On ne veut pas que le patient va subir une crise commerciale en plein de processus ou bien plein de période opératoire. Donc, chez les patients qui ont déjà présenté des crises inaugurales, donc, et continuant à souffrir de crises itératives. Donc, on peut prescrire du traitement antiépileptique pour éviter les crises commerciales pendant la procédure opératoire. Donc, on ne veut pas que le patient va subir une crise commerciale en milieu d'opération. Ça va être grave. Donc, on dispose d'autres traitements. Cette fois-là, ils sont dits symptomatiques. Donc, divers traitements peuvent être nécessaires au cours de l'évolution d'une tumeur cérébrale. C'est les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antalgiques pour la douleur, les antiémetiques pour les vomissements et les protecteurs gastriques. Donc, tout ça, ce sont des traitements symptomatiques. Donc, les traitements anticancéreux vont, donc, ont des effets secondaires, c'est de la douleur, c'est de la vomi, c'est de la nausée, c'est la l'ulcère gastrique, tout ça, on va lutter contre tous ces symptômes-là par cette modalité de traitement dite symptomatique. Donc, ça, c'était les modalités des traitements médicaux. Donc, on récapitule. On a de l'osmothérapie pour lutter contre l'œdème, l'œdème cérébral. Donc, ça, c'est du mannitol. On doit lutter contre l'œdème cérébral. La corticothérapie pour lutter contre l'œdème péritumoral. Donc, c'est du Medrol, c'est du Cortencil et c'est du Solipred. Donc, tout ça sont de la corticothérapie oraux. Et on peut administrer du fameux Solimedrol par voie intraveineuse ou bien parentérale. On n'oublie pas les traitements antiépileptiques et les traitements des signes symptomatiques. Donc ça, c'était la première modalité des traitements, le traitement médical. J'espère que c'est clair à retenir. Passons maintenant à la deuxième modalité de traitement, c'est le traitement chirurgical. Donc, la chirurgie va nous permettre d'obtenir une certitude diagnostique par la biopsie dite stéréotaxique ou bien par biopsie exérèse. Ça, c'est de l'anatomopathologie. On a abordé ça dans le module d'anatomopathologie. Je vous invite à consulter toutes les playlists. Chez les patients opérables, elle va effectuer une exérèse tumorale. Donc, l'exérèse peut être complète. Si elle est possible, elle est indiquée dans toutes les tumeurs bénignes. Donc, tous les tumeurs bénignes, donc là, ils vont être guéris totalement par une exérèse totale. Ça, c'est de l'anatomopathologie. Et dans les tumeurs malignes, donc à l'exception des lymphomes cérébraux primitifs, là, une exérèse incomplète s'accompagne d'un pronostic plus réservé. Donc, fréquemment, on va obtenir une amélioration symptomatique immédiate. Ça, c'est la diminution de la fréquence des crises, la réduction de la pression intracrânienne et la disparition du déficit lié à la compression tumorale. Donc, grâce à l'importance du progrès technique de l'anesthésie et de la chirurgie neuronavigation IRM préopératoire, donc les complications, c'est le déficit post-opératoire et les infections se sont considérablement réduites. Donc, la chirurgie, c'est une méthode thérapeutique efficace avec des risques et des complications post-opératoires qui sont considérablement réduites. Donc,
c'est le recours aux chirurgies chez tous les patients qui sont opérables. Gardez ça en tête. Un patient en bonne santé à un âge jeune, c'est opérable. Donc, c'est de la chirurgie en première intention. Donc, si on ne dispose pas ou bien le patient est pas opérable, on va aborder d'autres méthodes thérapeutiques comme on va voir, c'est la radiothérapie et de la chimiothérapie. Donc, la chirurgie reste le traitement de choix des certaines tumeurs si le patient est opérable et en bonne santé. Donc, gardez ça en tête. C'est de la chirurgie qui a la méthode, surtout dans les tumeurs bénignes. Ça va permettre une guérison et presque les complications sont très réduites. Dernièrement, si on ne dispose pas de la chirurgie, on va aborder les deux dernières méthodes. C'est premièrement de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Donc, voilà, c'est la neuronavigation avec l'IRM et la chirurgie stéréotaxique. Vous voyez là, c'est précisément, on va aborder chirurgicalement juste le foyer tumoral. Donc, les complications et le risque d'infection sont très minimes à cause du plaie qui est constitué de quelques millimètres, de la précision et le progrès technique de l'anesthésie et de la chirurgie dans ces cas-là. Donc ça va permettre un abord chirurgical parfaitement et les séquelles, le déficit de la compression, l'hypertension intracrânienne, la fréquence des crises, tout ça va diminuer. On peut avoir un pronostic meilleur. Donc ça, c'était la chirurgie. Et maintenant, si, comme je vous ai dit, ces traitements sont, ou bien le patient n'est pas opérable, on va aborder de la radiothérapie. Donc, la radiothérapie, c'est un traitement qui est utilisé dans des tumeurs malignes histologiquement ou bien par sa localisation. Donc, ces modalités varient selon le type tumoral et la localisation. Il existe plusieurs méthodes ou bien de plusieurs variétés de radiothérapie. On a premièrement de la radiothérapie conventionnelle encéphalique, comme indiqué là dans l'illustration, mais malheureusement, ces effets secondaires limitent ces indications-là. On va irradier le patient d'un degré élevé ou bien du radiation de façon élevée. Ça va risquer l'aggravation comme on va voir dans les complications de la radiothérapie. Donc, cette radiothérapie conventionnelle, les effets secondaires là limitent ces indications. Donc, leur indication, elle est minime. Deuxièmement, on dispose de la radiothérapie externe qui est focale conventionnelle. Donc, focalisée veut dire ça, là, l'irradiation se fait généralement par trois faisceaux convergents dans la lésion. Là, de plus en plus, elle est utilisée. Donc, l'irradiation, elle est minime. L'efficacité, elle est plus élevée. Imaginez-vous, on va irradier l'encéphale ou bien la tumeur par trois faisceaux. Ces trois faisceaux vont être de petites abondances ou bien d'un degré minime de rayonnement ou bien d'irradiation. Donc, on va minimiser l'irradiation du patient et on va optimiser la lésion de la tumeur en faire tripler ou bien triplant le nombre de faisceaux qui sont utilisés là pour l'irradiation. Donc, ça, c'était deuxièmement la radiothérapie externe focale conventionnelle. On peut avoir troisièmement de la radiochirurgie ou bien la radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Donc ça, c'est des conditions stéréotaxiques. Elles reposent sur l'administration d'une ou plusieurs séances d'une irradiation très focalisée là. Donc là, c'est la précision, elle est au maximum. Donc, elle va permettre le traitement très précis de petites lésions qui sont en général de diamètre inférieur à 3 cm. Donc, on ne veut pas léser le parenchyme intact qui est autour de la masse tumorale. On veut juste éradiquer la masse tumorale précisément. Donc là, c'est la radiothérapie en conditions stéréotaxiques qui trouve son indication là et qui est la méthode de choix dans les tumeurs. Gardez ça en tête où le diamètre est inférieur à 3 cm.
Dernièrement, on peut faire de la radiothérapie dite in situ à l'aide de cette molécule-là indiquée. Donc, c'est l'yttrium. Un isotope radiant. Donc, dans certains types de tumeurs kystiques, tels que le crânio-pharyngium, dans sa forme papillaire, on injecte par procédure chirurgicale une substance radioactive. Elle est indiquée là dans l'illustration. C'est l'yttrium. Ça va léser ou bien donner un objectif nécrosant sur cette localisation tumorale là. Donc, on a de la radiothérapie conventionnelle, on a de la radiothérapie par trois faisceaux, c'est la radiothérapie externe focalisée, et on a la meilleure méthode pour les tumeurs de petit diamètre, 3 cm. Là, c'est de la radiothérapie à conditions stéréotaxiques, et parfois on a le recours à des isotopes radioactifs. C'est de l'yttrium là qui se trouve. Son indication, c'est la radiothérapie dite in situ. Donc, ça, c'était les méthodes de la radiothérapie. C'est très efficace, mais les complications de la radiothérapie sont très multiples. Ce qu'on peut avoir comme complication, c'est la radionécrose cérébrale accidentelle. Parfois, on va causer la nécrose du tissu sain par l'irradiation aléatoire ou bien les radiations surchargées. On peut avoir de la démence, on peut avoir de neuropathie qui va toucher les nerfs crâniens, ils vont être lésés par les radiations, mais de plus en plus les rares grâce au respect du règle stricte de dosimétrie et d'un protocole d'administration qui est rigoureux. Donc, on ne va pas jouer avec de la radiothérapie. Ce sont des substances radioactives, c'est l'irradiation du parenchyme cérébral. La dose thérapeutique doit être le plus minimum possible avec la plus grande efficacité que l'on dispose. Donc, les indications sont limitées chez les enfants et chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Gardez ça en tête, la radiothérapie, c'est pas le traitement de choix des enfants ou bien des sujets âgés supérieurs à 65 ans. Elle est plus sensible que l'adulte jeune aux conséquences cognitives de ce traitement. Donc, elle est réservée pour l'adulte jeune en bonne santé ou bien en bon état et des conséquences cognitives pour ce traitement-là. Donc, ça, c'était la radiothérapie. Donc, traitement efficace, mais risque de faire des complications multiples. Là, on doit respecter la dose. Donc, on doit respecter l'indication de la radiothérapie avec une dose ou bien un protocole dit d'administration très rigoureux. Gardez ça en tête. Dernier titre, dernière modalité du traitement, c'est de la chimiothérapie. On connaît tous la chimiothérapie. Donc, elle repose à la fois d'une administration systémique par voie générale d'un agent cytotoxique. Ses effets secondaires dépendent de produits utilisés. Heureusement, les tumeurs cérébrales primitives sont très chimiosensibles. Notez ça bien, à part, ça peut être une question d'examen. Donc, les tumeurs cérébrales dites primitives sont très chimiosensibles et ça va donner du bon pronostic. Donc, les tumeurs cérébrales primitives sont très chimiosensibles. Elles sont essentiellement représentées par, comme on avait vu dans la première partie, les germinomes. Et les principes autres lésions chimiosensibles sont les lymphomes, le médulloblastome et les tumeurs oligodendrogliales parmi les tumeurs secondaires. Donc, vous voyez là que plusieurs types de tumeurs sont chimiosensibles, heureusement. Donc, la chimiothérapie retrouve son efficacité et son indication là. Donc, et pour les tumeurs primitives et même pour des tumeurs secondaires, c'est les métastases, choriocarcinomes, qui sont particulièrement chimiosensibles. Donc, c'est la majorité des tumeurs primitives et les métastases choriocarcinomes qui sont chimiosensibles. Mais à l'inverse, les oligoblastomes demeurent peu sensibles aux agents actuellement utilisés, malheureusement. Donc, heureusement que plusieurs types de tumeurs sont chimiosensibles. On est en train de parler de majorité des tumeurs primitives
c'est les germinomes, c'est les lymphomes, les médulloblastomes, les tumeurs oligodendrogliales, comme on avait vu dans la première partie, on a abordé tous ces types de prolifération bénigne et maligne. Parfois, ce sont des tumeurs métastasiques du choriocarcinome, sont particulièrement chimiosensibles. Seuls les métastases de choriocarcinome qui sont chimiosensibles. Notez ça bien en tête. Mais malheureusement, à l'inverse, les glioblastomes demeurent peu sensibles aux agents actuellement utilisés. Donc ça, c'était la modalité ou bien les modalités du traitement. Donc, chaque tumeur a, et même la condition du patient, on va trouver l'indication de quel type s'agit-il de traitement. Soit c'est du traitement médical, soit chirurgical. Parfois, si la chirurgie n'est pas faisable, on va aborder de la chimio et de la radiothérapie. Donc, gardez toutes les notions qu'on avait déjà dit en tête. Ça peut être des questions d'examen, les modalités des traitements, l'indication, les contre-indications. Tout ça peut être des questions d'examen. Donc, on dispose dernièrement de nouvelles modalités thérapeutiques en dépit important d'efforts consentis. Donc, les nouveaux traitements antitumoraux, c'est la thérapie génique, l'immunothérapie par l'interféron alpha-2 et la chimiothérapie interstitielle et les agents anti-angiogéniques. Donc, on a plusieurs modalités. Heureusement, les tumeurs cérébrales sont chimiosensibles, donc le pronostic il est réservé. Dans certains cas, la chirurgie, gardez-vous en tête, elle trouve son indication, c'est le traitement de choix chez les patients opérables. Donc, on dispose de modalités de traitement devant une tumeur cérébrale. Donc, on peut beaucoup faire pour le patient pour améliorer sa vie, son pronostic et son pronostic fonctionnel. Donc, lorsqu'on dit une tumeur cérébrale, on ne dit pas que le pronostic est sombre. Gardez-vous qu'on dispose de plusieurs modalités de traitement. On peut beaucoup faire pour le patient. Donc ça, c'était la fin de ce cours-là des tumeurs cérébrales. C'était un cours un peu long, mais j'espère que la vidéo était, ou bien les vidéos sont utiles, ou bien étaient utiles pour mieux comprendre et bien simuler toutes les notions-là. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Bon courage, mes chers confrères.